c'est-à-dire suivi dans le cadre d'un montage de projet de gestion des déchets. Qu'est-ce qu'il faut faire à différentes étapes, c'est-à-dire avant, pendant le projet, pendant la réalisation, et on va passer par l'étude du cadre de projet de compostage artisanal. Les questions clés avant, au début, c'est-à-dire avant de monter le projet, c'est de comprendre, de connaître qui est le porteur du projet. Ça, c'est très important. Qui est le porteur du projet? Parce que vous pouvez bien monter un projet. Je prends le cas du projet de compostage dont présent, on dit que c'est la commune de Tian. Mais à l'origine, le porteur du projet, ce n'est pas la commune. C'était ERA Cameroun, qui est une ONG. Et ça, c'est important de le connaître. Mais il n'exclut pas, et comme le prof l'avait insisté, c'est que la commune était au centre parce qu'il y avait une convention préalable qui était entre l'ONG et la commune, où la commune donnait l'autorisation à l'ONG de porter pour son compte. Donc, qui est le porteur? Ceci permet donc de définir la représentativité des différents interlocuteurs et de déterminer s'ils sont les acteurs aptes à prendre la décision. Ça, c'est très important. Et notamment en matière de gestion des déchets, parce que est-ce que l'acteur qui porte à qualité, un peu comme on parlait tout à l'heure de la collecte, où une commune d'arrondissement se positionne dans la collecte, alors que les textes disent que sur un territoire où il y a la communauté urbaine et les communes d'arrondissement, la collecte est de la responsabilité de la commune, par exemple. Ça, c'est qui est le porteur. Donc, si vous imaginez-vous que la commune d'arrondissement de Douala 4 pense à un projet sur la collecte des déchets dans la ville de Douala, et c'est Douala 4 qui est le porteur. Est-ce que c'est votre rôle? Est-ce que vous avez la responsabilité de la collecte des déchets dans la ville? Voilà, non. Donc, il faut vérifier ensuite si la préoccupation du porteur correspond bien à un enjeu national ou local. Je ne sais pas si là je me fais bien comprendre. Celui qui porte, c'est-à-dire si le porteur n'est pas la collectivité directe. Maintenant, vous restez, une structure vient vous vendre l'idée d'un projet qu'elle veut porter sur votre territoire. Est-ce que ce projet, ou bien ce projet qui vous présente là, cadre avec un enjeu? Tout à l'heure, on était dans le plan communal de gestion, dans la stratégie de gestion des déchets. Est-ce que cela répond à un enjeu de votre stratégie que vous-même vous avez élaborée? Vous voyez? Et c'est ça qui est très important, parce que sinon, vous restez, on vous apporte un projet qui va vous servir. Bon, comme c'est un projet, non, il faut faire attention. Et là, il faut donc tenir compte. L'une des choses aussi, c'est de vérifier si cette idée de projet correspond donc à une, voilà, vous voyez que là, et ça suit à une priorité de développement de la ville ou de la région, bien sûr. Parce qu'il y a les conseils régionaux ici. C'est de regarder aussi cela. Maintenant, il faut aussi connaître quels sont les besoins prioritaires auxquels devrait répondre le futur projet. Alors, vous voyez que si vous avez élaboré votre plan communal de gestion des déchets, vous connaissez quels sont vos besoins, et lorsqu'il y a un projet qu'il faut donc porter, c'est regarder est-ce que ce projet, donc, c'est-à-dire que ce projet de répondre donc cadre avec maintenant les aspirations. Par exemple, on dit une unité de compostage ou bien un centre de tri pourra répondre à un besoin de dépollution dans le cas où la rentabilité peut se mesurer uniquement par rapport au tonnage des déchets traités dans les conditions techniques et environnementales acceptables. Là, vous voyez qu'on est en train de revenir parce que quand on parlait donc des traitements des déchets, on a parlé par exemple des dépollutions. Une unité, par exemple, de valorisation matière ou énergie pourra aussi donc répondre à un besoin de production, amendement d'énergie, d'autres produits valorisables. Et dans ce cas, son montage financier devra plutôt s'appuyer donc sur une étude économique classique. Parce que c'est un produit que vous allez mettre donc sur le marché. Il faut faire l'étude classique pour vous assurer de sa rentabilité. Parce que cette étude vous garantit donc est-ce que ce sera durable ou bien ce sera juste le temps que le projet va être monté. Maintenant, aussi, nous dit une unité de valorisation pourra répondre à un double objectif, c'est-à-dire l'objectif de dépollution et de production des matériaux d'énergie, par exemple. Et c'est pourquoi, quand on parlait, je pense bien avant, on avait discuté ici sur le choix des filières de traitement, on disait
il ne faut pas choisir celle qui apparemment est plus, c'est-à-dire est plus accessible. C'est de chercher celle qui nous apporte le plus de valeur ajoutée. Et c'est là où on demandait à une commune qui avait choisi le compostage, est-ce que c'était ça qui était le mode de valorisation le plus approprié pour votre commune? Et quand on a avancé dans la réflexion, eux-mêmes nous ont dit non, ce n'était pas le compostage. Ils pensaient que la méthanisation était meilleure parce qu'ils avaient deux produits, à la fois du biogaz et du digestat, qui devraient être donc assimilables à du compost. Maintenant, comment est-ce que le projet s'articule avec la politique locale ou nationale de gestion des déchets? Ça, c'est très important parce que quand vous montez un projet, vous allez vous rendre compte, dans le canevas qu'on vous donne, il y a des questions qu'on vous pose, mais que ces questions-là, parfois, c'est-à-dire ces réponses, si vous êtes à répondre, on va vous demander le lien entre votre projet et la politique locale et nationale en matière de gestion des déchets. Si c'est un projet, par exemple, de valorisation, il faudrait bien mentionner qu'il y a un décret au Cameroun qui porte sur la valorisation des déchets, ainsi de suite. Et pour qu'on puisse regarder, et lorsqu'on parle donc de local et ou bien national, c'était même possible qu'on parte à l'échelle internationale, c'est-à-dire en termes d'objectifs de développement durable. Est-ce que votre projet, c'est-à-dire que rentre dans cette hiérarchie en termes de politique et de loi? Et là, il faut donc étudier l'articulation du projet, donc on a dit avec la stratégie nationale. Il faut sinon vérifier si le projet est en adéquation avec le plan de développement municipal ou régional. Ça, c'est pour les documents de planification multisectorielle ou avec le plan communal de gestion des déchets, qui est le document de planification sectorielle concernant la question des déchets, par exemple. Là, ça, c'est très important. Le projet doit être en adéquation donc avec la stratégie municipale de gestion des déchets, si elle existe. Et je pense qu'actuellement, les textes vous obligent donc d'avoir cela. Donc, si vous avez un document qui n'a pas intégré la vision de la commune, mais la vision du bureau d'études qui est élaboré, vous serez en difficulté quand il faudra porter un projet maintenant. Parce que vous allez imaginer un projet où on va vous demander le lien avec votre document. Vous avez un document qui n'a jamais évoqué ce que votre projet veut apporter. Et du coup, si je vois ce qui se passe souvent dans les communes, on a une version numérique d'un plan qu'on modifie chaque jour en fonction des projets qu'on veut porter. Quand on a un nouveau projet, on peut modifier, on met ça dedans, on imprime, on dit au partenaire, voici le plan. Or, le plan là, ce n'est pas celui qui avait été validé. Il a été modifié pour la circonstance, pour que ce qu'on propose se retrouve dans le document de planification. C'est une technique, M. G. Donc, la logique intercommunale aussi pourrait être envisagée pour financer certaines infrastructures communes. Et voilà, on parle donc du cas des décharges, par exemple. Et le prof a insisté sur la notion de distance. Parce que pour celui qui posait la question donc sur l'intercommunalité, c'est la proximité qui peut permettre d'envisager ce scénario-là. C'est-à-dire que si vous avez deux communes situées l'une de l'autre à 10 km, quel est l'intérêt d'avoir peut-être chacune une décharge? Et peut-être c'est ça qui peut donc appeler à l'intercommunalité. Maintenant, quelle sera la taille de l'unité, c'est-à-dire pour un projet qu'on veut donc mettre en place? Parce qu'au début, on est toujours trop ambitieux. On va mettre en place un projet qui va valoriser tous les déchets de la ville alors qu'on n'a jamais essayé. Et quelque part, là, vous êtes sûr, le risque d'avoir un éléphant blanc est très grand. Il faut aller dans une démarche donc progressive. Or, la taille de l'université choisie donc, va avoir une relation avec le gisement à valoriser et surtout la capacité de collecte de la commune. Parce que ce n'est pas parce que vous produisez 70 tonnes de déchets par jour que vous allez mettre en place une unité de traitement de 70 tonnes. Quelles sont vos capacités de collecte? Si vous pouvez collecter seulement 20%, vous allez donc vous fixer la taille de votre projet sur le traitement de 20 tonnes. Sinon, vous allez créer une grande unité et qui ne fonctionne que de manière partielle. Pourquoi donc tout cet investissement, par exemple? C'est pourquoi, entre les différents maillons, donc, il doit y avoir une adéquation pour que l'objectif du projet soit lié maintenant à l'activité opérationnelle qui est donc développée. Et de la même manière, la quantité de compost pouvant être achetée par les agriculteurs locaux, si on est dans le cadre d'un projet de compostage, vous décidez que vous allez produire
100 tonnes de compost, je dis comme ça par mois, alors que votre étude du marché ne vous a permis de te rendre compte que les agriculteurs auront besoin de 40 tonnes. Qu'est-ce que vous allez faire des 60 autres tonnes? Ça va être un problème. Je me souviens dans le cadre du projet où il y avait la ville de Tiang, c'était un projet africain, ils appelaient AfriCompost, il y avait plusieurs villes. Ils nous ont parlé de la ville de Lomé au Togo où on avait produit tellement de compost, on suppliait les gens de venir prendre gratuitement, les gens ne venaient pas. Et finalement, il fallait trouver comment se débarrasser de ce compost-là. Et vous voyez donc, c'est parce que vous rentrez dans une démarche de production sans tenir compte de la capacité maintenant d'achat ou bien de vente. Regardez les possibilités de vente de l'électricité. Ça, c'est dans le cas où c'est un projet qui est axé donc sur la production énergétique, la possibilité, et aussi de reprise des matériaux triés par l'industrie locale. Si vous décidez de mettre en place de la récupération matière, quel est le devenir? Où est-ce que vous allez vendre? Est-ce que vous avez les débouchés pour la matière qui est récupérée? Peut-être ferraille, plastique, ainsi, ça c'est important. Et comment choisir le type de matériel et d'équipement? Parce que très souvent, se penche très vite vers la mécanisation. On dit pour retourner comme ça, c'est difficile, il nous faut tel. Mais maintenant, est-ce que vous avez la capacité d'entretien et de maintenance de cet équipement-là? Sinon, aussitôt, on vous donne l'équipement ou bien vous achetez l'équipement, mais il ne fonctionne plus parce qu'après 1 ou 2 mois, il est tombé en panne et tout s'arrête. Ça, c'est très important de tenir compte. La capacité à mobiliser un savoir local ou national. Ça aussi, c'est important. Peut-être vous avez vu ailleurs où les gens ont un appareil électrique, peut-être pour tamiser du compost. Est-ce que localement, vous ne pouvez pas fabriquer un crible où vous avez les problèmes énergétiques, un crible qui soit manuel, par exemple, qui n'a pas besoin d'énergie? Voilà un peu les questions qu'il faut se poser. Ça permet donc de contextualiser, c'est-à-dire que ce qui doit être fait dans le cadre du projet. Or, parfois, c'est des choses qu'on a donc vues ailleurs. Existe-t-il une filière d'approvisionnement en pièces détachées? Là, c'est encore pour la question. C'est-à-dire, si vous vous engagez dans la mécanisation, est-ce que vous aurez les pièces facilement en cas de panne? Sinon, il faut donc choisir en tenant compte de cela. Et maintenant, les questions de maintenance, moi j'en ai déjà parlé, et le coût du service et le mode d'organisation. C'est-à-dire, quelqu'un posait la question là sur le choix maintenant. Ça aussi, c'est très important. Et là, il faut penser à l'amortissement des investissements. Un peu, si vous mettez en place la précollecte, vous avez un partenaire financier qui vous donne de l'argent pour acheter l'électricité. Vous mettez en place, c'est bien. Mais comment est-ce que vous allez faire pour renouveler quand le partenaire ne vous donnera plus l'argent? Quand il va se retirer, est-ce que l'activité va s'arrêter? Est-ce que dans le business model, vous n'intégrez pas le renouvellement du matériel, c'est-à-dire en pensant que le matériel va s'amortir? Ça, c'est quelque chose à intégrer. C'est pourquoi hier, quand Fumban présentait, je vous disais, ils étaient allés sur un scénario où on amortissait un tricycle à hauteur de 50 000 francs par mois. C'est-à-dire qu'il faut garder de l'argent à côté. Sinon, on se dit, on est en train de faire la précollecte, les ménages participent et les moyens, on se dit, OK, c'est juste pour fonctionner. Et après, quand l'équipement est totalement amorti, l'activité s'arrête parce que faute de renouvellement du matériel. Il faut tenir compte aussi du montage administratif, c'est-à-dire la régie indirecte par exemple, la régie intéressée, l'affermage ou la concession. Et vous voyez donc, chaque modèle administratif a ses contraintes qu'il faut bien, et il faut donc choisir le modèle qui est le plus adapté pour vous et qui est moins contraignant. Maintenant, à chaque modèle, il y a, je pense que là, je ne veux pas revenir là-dessus pour expliquer c'est quoi les régies. Et dans les communes, je sais qu'on a les SG qui connaissent bien cela pour expliquer et pour aider au choix. Maintenant, les dépenses d'investissement. Il faut regarder si dans le cadre de la mise en œuvre du projet, on aura l'acquisition du terrain ou la construction des infrastructures. Et ça qui permet, comme le pro parlait donc de la décharge à Tian, on a plutôt opté pour la location. Parce qu'il n'est pas évident que si on envisageait l'achat du terrain sur 10 hectares, est-ce que la municipalité pouvait acheter? Et là, la location a permis de réaliser le projet et de mettre en place la décharge. Or, peut-être que si on avait plutôt opté pour l'acquisition, on aurait annulé tout simplement le projet, faute de moyens de pouvoir
le faire. Et c'est de même pour l'achat d'équipements. Maintenant, les charges d'exploitation, il faut tenir compte toujours qu'on a les charges fixes et les charges qui sont variables. Il faut les intégrer dans le projet. Parce que ce n'est pas parce que c'est le projet, vous avez un financement. Le financement, c'est pour un temps. Après, maintenant, comment est-ce qu'il faut faire? Après, lorsque on a pu le financement du bailleur. Maintenant, les recettes potentielles. Vous mettez en place peut-être un maillon de traitement. Quelles sont les différentes recettes dont vous allez avoir droit, notamment la vente des matières recyclables? Est-ce que c'est possible? Ça, c'est important. Maintenant, il faut aussi regarder maintenant la subvention. Parce qu'en tant que commune, il faut penser que le projet n'est pas toujours un projet où on va aller chercher les financements ailleurs. Qu'est-ce que la commune apporte pour pouvoir équilibrer les charges du projet? En se disant que le projet, même s'il est mis en place, c'est pour accompagner la commune dans la mise en place d'un service public. Qu'est-ce que la commune doit apporter pour équilibrer? Ça, ce serait important parce que lorsqu'il n'y a pas d'équilibre, le projet va être ponctuel dans de la subvention. Et c'est là où il faut regarder, il faut identifier les leviers sur lesquels motiver la commune pour susciter sa participation. Parce que les communes vont dire qu'elles n'ont pas de l'argent. Or, vous pouvez montrer à la commune, par exemple, que si vous investissez dans la valorisation du compostage, vous avez un gain. Parce qu'on a investi dans la construction de la décharge. Lorsqu'on composte, on produit la durée de vie de la décharge. Donc, c'est un avantage pour la commune d'investir dans le compostage parce que ça permet de prolonger la durée de vie de la décharge qui a nécessité un investissement plus lourd. Un autre levier, c'est aussi que si vous avez mis en place le compostage et que le lieu de compostage est avant la décharge, vous montrez à la commune qu'elle est en train de faire des économies dans le transport parce que quand on prend les déchets, il y a une grande proportion qui est compostée avant que ce qui n'est pas composté va vers la décharge. Donc, il y a une double économie, d'où l'intérêt de la participation de la commune pour permettre l'équilibre financier. Parce que ce sont les questions comme ça que la commune va poser, que qu'est-ce que je gagne? D'abord, c'est leur rappeler qu'il s'agit d'un service public, mais identifier aussi les leviers d'économie qui sont faits à travers la valorisation qui est mise en place. Maintenant, il faut regarder. Ça, c'est dans le cadre du projet compostage. Est-ce qu'il est possible de mobiliser les finances carbone pour compenser le coût de dépollution? Maintenant, si vous, en tant que commune qui mettez en place le projet, vous pouvez ne pas avoir la compétence de mobiliser donc la finance carbone, mais est-ce que vous avez le réflexe de faire appel à l'entité qui peut le faire? Par exemple, à Tian, où on bénéficie de la finance carbone, ce n'est pas la municipalité qui est devant. Déjà, la convention n'est pas avec la municipalité, mais avec l'ONG ERA Cameroun. Et moi, je suis en charge de suivi donc, des paramètres et des calculs des gaz qui sont évités. Mais il y a une convention qui définit qui gagne quoi dedans, par exemple. Mais les règles sont claires. C'est la commune qui va gagner le plus pour permettre de financer, de soutenir donc, l'activité. À la limite, c'est des charges de suivi qu'on donne à la personne qui est en charge. Mais c'est important de le faire parce que si on n'identifie pas comme source de recettes, et on pense quel est l'acteur qui peut être plus en même de pouvoir accompagner le processus, ça va être un problème. Ce n'est pas le cas seulement pour les communes, même pour les acteurs privés. Je disais à mes amis qui sont venus dans du sud-ouest, la semaine du 5 juin, moi j'étais à Boya, je vous ai parlé hier pour regarder les mammites, les madiques, les mammites, voilà. Vous voyez, celui qui fait ça veut enregistrer son projet au marché carbone. Et quand il a contacté donc une ONG qui est basée en France, il a dit non, il y a quelqu'un là-bas sur place qui peut venir voir. Je suis allé, j'ai vu cela, on a un peu regardé pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour enregistrer. Oh, c'est très rentable en termes de crédit carbone par rapport au compostage par exemple. Mais il y a un grand investissement qu'il faut faire d'abord derrière et surtout la sensibilisation. Parce que tant que les gens ne sont pas formés, vous fabriquez ces marmites, personne ne va acheter. Et je vous disais hier que moi, particulièrement sur le plan psychologique, consommer un repas qui est sorti de ce sac, peut-être mieux vaut ne pas me dire que c'est sorti de ce sac, servir seulement le repas. Parce que quand on t'a dit qu'on a préparé dans ce sac, tu peux te poser la question. Mais après, quand tu réfléchis, tu comprends que c'est faisable. C'est-à-dire, prendre les déchets de polystyrène qu'on a mélangé, ça garde la chaleur. Et quand la chaleur est sur place, donc vous voyez, c'est le principe des cocottes minutes qu'ils ont transposé là-dedans.
C'est le principe simple des cocottes minutes parce qu'il n'y a aucune chaleur qui se dissipe. Au contraire, la chaleur est conservée sur place. Et c'est ce principe-là. Mais j'ai dit, pour sensibiliser les gens, peut-être il faut dire, les ménages qui achètent ce sac, quand vous avez un invité chez vous, servez-lui le repas sans dire comment vous avez cuisiné. Parce qu'il peut peut-être, si après il a un peu mal au ventre, il dit que c'est la marmite qui a préparé. Ou bien c'est le sac qu'on a utilisé pour préparer, alors qu'il n'en est rien. Mais je pense qu'avec la sensibilisation, cela peut être fait. Maintenant, ça c'était avant. Pendant le projet maintenant, quels sont les éléments économiques qu'il faut prendre en compte? On regarde par exemple, le service de collecte est-il effectué avec quel budget? Parce que pendant la mise en œuvre, tu es le chef service d'hygiène, tu pas seulement dire au mec que dans la ligne du carburant, on avait mis telle chose. On va te poser la question, est-ce que le carburant c'était pour la collecte des déchets? Ça, c'est pour ceux qui sont gentils. Pour ceux qui sont gentils, n'ont pas le courage de poser la question. Après, tu vas seulement constater lors du compte administratif que on avait consommé tout ce qui était dedans. Hein. Alors que c'était bon. Là, c'est pour amuser, mais c'est les réalités, non seulement si je me trompe. C'est pas ça. Voilà. Donc, existe-t-il un marché de matière? Bon, là, on a parlé. Ce marché est-il solvable, durable? Quels pourront être les freins au développement du marché de compost ou de produits valorisables, par exemple? Et pour ceux, c'est vrai que depuis on parle du compost. Si vous voulez produire du compost, je vous assure, vendre le compost, c'est la chose la plus difficile. C'est extrêmement difficile, le compost. Et comme je vous disais hier, ce n'est pas vendre même que le plus important. Si vous vendez sans accompagner à l'utilisation, vous allez chasser 10 autres personnes qui voulaient acheter après derrière. Parce qu'une personne qui a acheté aura des très mauvais résultats. Et c'est la personne qui ira dans les quartiers d'urgence, non, tout sauf le compost. Tout sauf le compost. Moi, je connais une entreprise ici à Douala maintenant qui, depuis quelques mois, a commencé. Ils achètent le compost à Tchang, mais ici, ils viennent le conditionner. Ils partent pour réduire. Et j'ai vu qu'ils mélangent à ça d'autres éléments. Ils vendent ça 20 kilos à 5 000 francs. Oui, j'ai rencontré. Parce que j'étais étonné qu'ils disent qu'il est venu acheter une tonne. Il a payé le transport lui-même à ses frais. J'ai les photos de son produit qu'il m'a envoyé. Il vend le compost essentiellement à Douala et dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Donc là, vous voyez qu'il a identifié un marché qui demandait un produit qui n'était pas présent ici. Et lui-même, il est en train de créer son produit, mais à partir du compost qui est produit ailleurs. Maintenant, il faut regarder aussi l'influence des facteurs extérieurs sur l'évolution de ce marché, c'est-à-dire les saisons et autres événements. Les saisons, et notamment en phase de projet, vous allez vous rendre compte quand vous décidez de prendre de produire du compost, vous ne le vendez pas tout au long de l'année. Vous le vendez en fonction des saisons agricoles. Quand il y a saison agricole, les gens vont acheter du compost. Quand il y a saison, vous allez être stocké. Et ainsi de suite. Donc, il faut tenir compte de cela. Si vous faites donc votre plan de trésorerie en disant que tout au long, chaque mois, j'aurai tel montant, là, vous êtes totalement raté parce qu'il n'y aura pas. Il n'y aura pas de fonds. C'est juste pendant les périodes agricoles que vous aurez des clients. Et les éléments à prendre également en compte dans le montage financier, c'est les éléments liés, par exemple, à l'amortissement des investissements. On l'a dit. Et quelle formule d'amortissement il faut considérer. Et cela permet donc de pouvoir considérer, de regarder quel modèle technique et financier mettre en place. Autre chose là, qui est important, c'est de regarder sont les études. Quelles sont les études qui vont être faites dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet? Ça peut être des études environnementales, par exemple, c'est-à-dire l'élaboration d'une notice d'impact. La chance, c'est que c'est vous, la commune, qui avez la charge d'élaboration de la notice. Donc, vous pouvez la faire peut-être gratuitement ou bien juste vous allez payer un peu un cabinet, mais tous les frais de validation, c'est vous, puisque les frais devaient être payés à la commune. On ne paye pas, par exemple. J'ai vu, c'était le cas quand on a élaboré la notice d'impact à Tchang. On a élaboré les thèmes de référence, on n'a pas payé les frais de validation. On a juste envoyé à la commune qui a transféré au délégué de l'environnement. La commune a juste motivé son déplacement sur le terrain pour voir comment ça s'est passé et ça n'a pas coûté. Voilà, par exemple, ça, c'est des possibilités qui peuvent être faites, qui sont différentes d'un projet d'un particulier.
Regardez aussi les acquisitions des équipements et regardez les dépenses d'exploitation. C'est là aussi, là, je pense qu'on l'a suffisamment dit, où il faut penser aux charges variables. Les charges, notamment, c'est les équipements de protection. Je crois qu'au sortir d'ici, au moins, si vous rentrez dans les communes, pensez souvent aux équipements de protection individuelle. Vous avez des personnes qui travaillent dans les déchets, mais qui n'ont pas d'équipement. Les équipements simples, ce sont les bottes de sécurité, ce sont les tenues, ce sont les gants. Minimum. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et il y a une périodicité même pour renouveler ces équipements. Quand vous achetez les bottes de sécurité, c'est de bonne qualité, ça peut durer 1 an à semestre. Les gants, vous veillez. Parce que plus vous veillez avec équipement de protection, aussi vous garantissez, vous protégez la santé de ceux qui travaillent. Si vous avez la possibilité qu'ils prennent le vaccin tétanique, si on prend 5 doses, après 5 doses, c'est bon, on a acquis l'immunité. Ça, c'est pour les hommes. Mais pour les femmes, si vous avez les femmes qui travaillent dans la chaîne, si c'est les femmes qui accouchent, vous n'avez plus besoin parce qu'on leur donne ça systématiquement pendant quand ils font les consultations prénatales. Mais les hommes, ce n'est pas le cas. Il y a les hommes qui n'ont jamais pris ce vaccin-là. Il faudra veiller quand on est dans la chaîne des déchets. Ça permet de protéger ceux qui travaillent là. Ça, c'est important. Maintenant, les éléments à prendre en compte, on a dit dans le montage financier toujours, quelles sont les ressources qu'on doit comptabiliser. C'est-à-dire les produits, les ventes, les matières. Et c'est là où vous allez faire un choix interne pour décider est-ce que les matières sont récupérées et rentrent dans la chaîne ou est-ce qu'on laisse cela comme bonus, comme valeur ajoutée à ceux qui travaillent dans la chaîne. Ça, c'est vous qui décidez. Et les ventes maintenant des produits, là on est resté le cas où on dit que c'est le compost. Et c'est quand vous regardez maintenant, c'est combien est-ce qu'on va vendre. Je pense que quand on a posé la question, on avait répondu. Comment est-ce que le prix est fixé par rapport à quoi? On regarde maintenant les autres coûts, c'est-à-dire la possibilité de valoriser les émissions. Ça, c'est déjà dit. Maintenant, quel partenariat développer? Et c'est là où il faut développer dans le partenariat, qu'on regarde dans les partenariats en fonction des résultats d'analyse financière et le degré d'implication maintenant des acteurs, qui peut être faible ou bien moyen. On peut maintenant penser à la participation des ONG ou bien des associations en fonction de ce qu'elles vont apporter dans la réalisation de ce qu'on veut mettre en place. On peut aussi penser à un partenariat public, c'est-à-dire l'intervention de l'État. Par exemple, dans les villes où la précollecte est faite par l'entreprise Isacam, par exemple, ça, voilà aussi pour le financement. Et quelques éléments du coût, par exemple, ça c'est qu'on a donné pour un investissement de 8 à 10 000, il faut investir entre 8 et à 10 000 francs par tonne de déchets traités. C'est-à-dire lorsque vous décidez que vous allez donc traiter les déchets, 10 000 francs par exemple, pour la main d'œuvre par exemple, 5 000 francs par tonne, les fournitures diverses, 1 000 francs par tonne de déchets traités, les détails de fonctionnement, c'est 10 000 francs par tonne de déchets traités, ainsi de suite. Donc vous allez avoir ce coût un peu comme tout à l'heure quand le prof parlait des décharges. Pour dire que si vous êtes une ville de X population, vous pouvez prévoir telle superficie par exemple. Il faut avoir cette hauteur, cette idée de grandeur dans la tête. Ça nous permet donc de nous orienter dans les choix. Et là, c'était déjà dit, il ne faut pas s'engager dans les projets de gestion intégrée des déchets avec les fausses raisons. Les fausses raisons, c'est quoi notamment? De croire qu'on vient pour devenir riche dedans. C'est-à-dire qu'on va produire le compost pour avoir beaucoup d'argent. Parce que aussitôt vous allez fermer. Ça n'a jamais existé. Ça, c'est une fausse raison. Si la raison, comme quelqu'un disait tout à l'heure, c'est la salubrité, c'est bien. Mais pas dit qu'on était à la télé de formation à Douala. Maintenant, la commune peut avoir beaucoup d'argent avec la production du compost. Non. Je pense qu'avec ça, si vous convainquez le maire, il met l'argent dedans, il va vous chasser après. Parce qu'il n'y aura pas l'argent. Il va dire qu'il va vous chasser de la commune. Parce qu'il va voir que vous l'avez fait gaspiller. Pour lui, ce serait un gaspillage des ressources. Or, s'il avait été bien informé et sensibilisé, que ce qui est regardé, c'est plutôt de protéger l'environnement, c'est-à-dire de garantir la salubrité, là, ça va être mieux. Il va s'engager conséquemment.
Mais si vous donnez la fausse raison que non, on a vu dans la commune de Tiang, ils ont eu composté, ils ont eu 32 millions. Ok, super. Il va investir là-dedans. Et là, je me souviens, on avait eu un étudiant stagiaire de la commune de Touba. Touba, c'est dans le nord-ouest, je crois. Et après, il allait rencontrer le maire. Le maire voulait même construire une unité de compostage. Moi, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as dit au maire, ce qu'il veut mettre là? Il dit qu'il a dit au maire que ça va donner beaucoup d'argent. Lui, il dit que non. Moi, il préfère pas moi te donner les conseils parce que le maire va te chasser après. Bon, heureusement, c'était un jeune ingénieur et il a été intégré après. Il est lui parti vivre à Yaoundé. Je lui ai dit, c'est vraiment là, tu as la chance. Parce que si le maire construisait le site, comme tu es venu voir à Tiang et tu dis qu'il doit avoir beaucoup d'argent, tu vas vendre le compost à qui? Il était venu, c'est vrai, il a vu et du coup, il dit que le maire de Touba veut faire du compost. Et heureusement, il n'avait fait aucune étude et je dis bien heureusement qu'ils n'ont pas investi là-dedans. Peut-être qu'aujourd'hui, le gars devait être qui dit que le maire l'a chassé. En principe, il s'est fait chasser parce qu'il a mis en place le projet sur la base des fausses raisons que nous sommes en train d'évoquer là. Il faut donc, en concédant la précaution des déchets à un privé, il pourra récolter assez d'argent pour assurer toute la filière gestion des déchets. Qu'est-ce que cela signifie? Vous lancez un appel pour recruter les associations pour précollecter les déchets. Quand vous recrutez une association, on vous dit que l'association a déjà 2000 abonnés et que l'association gagne 1 million par mois. Et le maire dit que non, maintenant, c'est lui qui va donner l'argent pour financer et la collecte parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Non, vous vous êtes trompé. Il vous aide dans un maillon, il faut le laisser à ce maillon-là, vous continuez l'autre. Parce qu'il vous réduit les distances. Il sort les déchets dans les quartiers pour venir dans un dépôt intermédiaire, vous allez reprendre. Donc, ce n'est pas le lieu pour vous d'aller maintenant lui dire qu'il va vous donner des dividendes. Ça, c'était sur une fausse raison. Or, si vous étiez allé dans la vraie raison, que le partenariat, c'est pour garantir la mise en place du service public, ça aurait été la meilleure et vous allez donc garantir ce partenariat comme ça qui va fonctionner, où chacun va faire ce qu'il a à faire sans attendre que l'autre vienne lui donner de l'argent. Là, ça c'est important. Et on dit pour conclure donc, les déchets constituent une nuisance et les collectivités devront payer pour leur collecte et leur traitement. Donc les projets ne pourront qu'y contribuer. Cela signifie que si un projet contribue, c'est juste une valeur ajoutée, an add value. You should not want to put in place a way of recovery. You don't look money. If you have money, it's good, but you will just consider it as add value. But if by putting in place recovery, you are looking money, no, that is not the good way. Because after the money you earn will not allow you to make that what you are put in place become sustainable. That was the last word concerning this session.